Donc bonsoir à tous et à toutes. Je suis Bertrand, dans la même équipe que Xavier, Engines à Algolia. Et ce soir, je vais vous parler de nos aventures dans la CI lors de l'année passée, notamment à travers deux outils, SCCache et Conan. Donc d'abord, pour vous donner un peu de contexte, pour que vous compreniez sur quoi run la CI, qu'est-ce que c'est Algolia? Algolia, c'est un moteur de recherche en SaaS, ça veut dire qu'on présente une API aux développeurs qui permet d'indexer des documents et ensuite de les retrouver dans une barre de recherche sur une application mobile ou un site web. Par exemple, si vous cherchez des nouvelles du C++ sur Hacker News, vous faites votre recherche et derrière, la recherche est envoyée à Algolia et on répond les résultats les plus pertinents. Et justement, la pertinence, c'est un sujet sans fin parce que c'est subjectif. Donc c'est tout le temps en exploration, là avec toutes les thématiques de ML, d'AI, il y a la recherche sémantique, le RAG qui sont en train de prendre beaucoup d'essor, et donc ça veut dire qu'il faut qu'on sorte des nouvelles fonctionnalités en permanence. Et en plus de ça, c'est un moteur de recherche qui est à grande échelle avec des fortes contraintes de performance, parce qu'on a 17 000 utilisateurs qui peuvent avoir des apps de 100 gigas. Sur ces apps, il faut que les recherches soit retourné en moins de 20 ms pour qu'on puisse faire du search as you type, c'est-à-dire qu'en même temps que l'utilisateur est en train de taper sa recherche, les résultats s'affichent. Le tout sur plus de 3000 serveurs, avec 5.9.times, donc 5.9, ça veut dire en gros on a le droit à 5 minutes de downtime par an, et ça représente en gros un peu plus de 1 billion de queries annuelles, avec des pics à 200 000 RPS. Donc un bon fit pour le C++, parce que forte contrainte de disponibilité et de latence. Et c'est donc ce qui a été choisi à la base, il y a maintenant 13 ans. Non, 12, pardon, pour 2013. Donc, on a une base de code qui n'est pas legacy, mais mature. Hein. C'est du code qui a été écrit en startup. Il y a plus d'1,5 million de lignes de code maintenant, avec une trentaine de dépendances. Et en même temps, c'est du code qui est au cœur de toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on gère. Et comme je disais, il y en a beaucoup de nouvelles fonctionnalités, il faut qu'on en sorte en permanence, donc il ne faut pas qu'on s'enlise dans la dette technique. Ce qui veut dire qu'on a un budget de notre temps qui est alloué à la dette technique, qui est 20% du temps de dev. On ne veut pas tout arrêter pour gérer de la dette, et en même temps, on ne veut pas s'enliser. Donc, je vous dis ça parce que ça va orienter la manière dont on a approché nos solutions, parce qu'on ne pouvait pas se contenter de tout arrêter et tout reprendre à zéro. Donc, qu'est-ce que c'est que la dette technique à Algolia? Il y en a des tonnes à la fois dans le code et dans la CI, mais notamment sur la CI, on se posait plein de questions. Par exemple, on veut mettre à jour la version de Boost dans nos dépendances. Ah bah oui, mais sur Ubuntu, on est bloqué en 1.74 et on vendor notlib, on vendor pas notlib, pardon, et donc on est dépendant de la version de l'OS parce qu'on utilise apt pour le tirer, mais on a un apt qui n'est pas à jour parce qu'on a un vieil OS. Pareil pour CMake, on était bloqué en 3.15. La gestion de dépendance, c'est tellement un cauchemar qu'on a préféré réécrire nos bibliothèques en lib Go ou en faire un service dédié, un microservice qui est juste un wrapper de bibliothèque. Parce que partager du code entre la codebase C++ et la codebase Go, c'est un cauchemar. Et on se tapait des builds de CI de 30 minutes en moyenne, avec des pics à plus de 45 minutes. Ce qui, on l'a tous connu, on en parlait tout à l'heure pendant le Lightning Talk, permet de boire beaucoup de café, mais est un peu frustrant à la longue. Et justement, sur ces frustrations, il y a un sondage qui est très intéressant de l'ISO-CPP, qui a lieu tous les ans, et qui liste les frustrations les plus courantes avec le langage. Et là, je vous ai zoomé sur le top 6 ou 7 des frustrations, et c'était la question qu'on avait juste avant, d'ailleurs. En fait, les plus grosses frustrations avec le C++, c'est pas le pire truc pour moi qui est débugger des deadlocks et des data races, non, c'est setup son environnement de dev, réussir à compiler en un temps raisonnable, gérer des projets CMake. En fait, c'est l'outillage qui pose problème plutôt que les bugs. Donc, en fait, c'est un bon problème à adresser en premier, et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est pour ça, je pense que ça peut vous intéresser, la manière dont on a mis ça en place dans notre CI. Donc,
La première étape, c'est réduire la durée de compilation. Parce que quand on passe plus de 30 minutes à attendre l'effet de n'importe quel changement, en fait, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que attendre que ça compile. Donc, pour ça, il y a plein d'options que tout le monde connaît. On pourrait éviter les inclusions en faisant des forward declare, réduire le nombre d'instanciations de templates coûteux qui prennent des éternités à compiler, utiliser de la visibilité restreinte avec des bibliothèques partagées, utiliser des pimples, réduire l'interdépendance de nos modules, utiliser des PSCH, des jumbo build, utiliser des plus grosses machines pour compiler, utiliser des caches de compilation, des caches de link. Bon, ça fait beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on choisit ? Comme toujours, lorsqu'on fait de l'optimisation, déjà, on commence par mesurer et ensuite voir où sont les points chauds pour les adresser. Donc, pour les points chauds dans votre code, il y a une option dans Clang qui est très pratique, qui s'appelle ftime trace, qui sort en fait un output JSON donnant le temps d'instanciation des templates, etc. Et qui peut être analysé notamment avec Clang Build Analyzer, qui vous sort l'output que j'ai mis ici. Alors je vous ai bien entendu pas mis tout l'output, juste les parties intéressantes. Vous pouvez voir que ça indique les fichiers qui ont pris du temps à parser, à faire de la génération de code, les templates qui prennent une éternité à s'instancier, les fonctions qui prennent du temps à compiler, et les headers les plus coûteux qui sont inclus absolument partout. Et là, en surbrillance, je vous ai mis les cas les plus problématiques qu'on a adressés en premier, histoire d'avoir déjà quelque chose de propre à compiler. Donc, ce que vous pouvez en tirer comme leçon, c'est déjà stud_visit, qui est extrêmement coûteux, et donc évitez de l'avoir dans des headers publics. Stud_visit, si vous n'êtes pas familier, c'est pour utiliser les variantes qui sont des versions type-safe d'Union. Donc très pratique, mais par contre, ça cause énormément de génération de code parce qu'il y a beaucoup de métaprogrammation là-dedans. Donc bougez-les dans des headers privés ou dans des points CPP si vous pouvez, et sinon faites des forward declare des classes qui les utilisent. Une deuxième chose, c'est plus au niveau architectural. En fait, les classes d'orchestration qui se retrouvent à être des grosses classes qui incluent plein de fonctionnalités, en fait, vous voulez réduire le plus possible le coût d'inclusion de ce header-là. Donc, pareil, soit les forward declare, soit utiliser les pointeurs d'implémentation pour que ce soit déporté dans une classe privée qui ne va pas se retrouver incluse partout. Et en fait, comme c'est une classe d'orchestration, c'est pas grave de payer le coût d'indirection d'un pointeur d'implémentation, alors que si c'était sur une classe de données, là, ce serait coûteux. Et ça marche plutôt bien. Ça nous a réduit le build d'environ 2 minutes. Le truc, c'est que sur 30 minutes de build, c'est pas super impactant. Et bon, est-ce qu'on veut vraiment payer le temps de dev de corriger tous les problèmes du même type qu'on a dans notre codebase, ou est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions plus simples? Parce que comme je l'expliquais au début, on n'a que 20% de notre temps à dédier à la dette technique. Et la réponse à ça, c'est on peut jeter de l'argent sur le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse et utiliser des plus grosses machines dans notre CI. On s'est rendu compte en fait qu'on compilait sur nos machines les plus petites, parce que c'était une CI qui tourne sur des machines on-prem, et donc on a juste mis des plus grosses machines, et en fait le coût d'une plus grosse machine amorti sur l'année comparé au temps de développement, c'est négligeable. Et ça marche, hein, on a gagné à peu près 30% de notre temps de CI juste en faisant ça. Donc pensez-y. Et comme c'est des machines qu'on administrait nous-mêmes, on pouvait utiliser un cache de compilation. Si vous ne le connaissez pas, il y a Ccache qui s'intègre très facilement à votre toolchain et qui est en fait un cache local dans lequel vous allez avoir des hits pour les objets, enfin les symboles qui ont déjà été compilés lors d'un build précédent. D'un autre côté, bon, là comme on administrait nous-mêmes nos machines, il fallait qu'on fasse un peu des hacks pour chauffer le cache parce que il se retrouvait invalidé assez régulièrement par les runs précédents. Ça rejoint un peu le Lightning Talk qu'il y a eu tout à l'heure.
c'est administrer nous-mêmes. Donc pour supporter le multiplateforme, il faut qu'on ait plusieurs plateformes si on veut faire des builds ARM, et pas que des builds x86. Et on veut faire des builds ARM parce que les serveurs ARM sont pas chers en ce moment. Et ça requiert des opérations pour les équipes de SRE pour maintenir toutes ces machines-là. Donc, ces problèmes, il y a un moyen de les adresser, c'est de passer dans le cloud. Et le cloud qu'on a choisi, c'est AWS, qui offre une solution qui s'appelle RunZone. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils fournissent des machines EC2 qui vont venir être vos runners d'action GitHub. Ce qui est très flexible, parce que en fait, les machines peuvent être configurées pour chaque runner avec une taille de machine, une plateforme, et donc les étapes très coûteuses comme la compilation de la codebase, on a des énormes machines avec 96 cœurs, l'étape qui run Clang format, il y a 4 cœurs, c'est bon, on s'embête pas. Et si on veut avoir une machine ARM, il suffit d'en demander une, et pareil, si on veut avoir une machine avec macOS, Linux, peut-être du Windows, même si nous on ne l'utilise pas. Et ça réduit en théorie les ops. Alors bon, c'est jamais parfait avec le cloud, mais pour les équipes de SRI, c'est quand même du temps de gagner à pas s'occuper de la CI. Le problème, c'est que on est dans le cloud, donc on a des machines éphémères. Donc tout ce que je vous racontais sur Ccache, ça marche plus. Il nous faut un cache partagé. Et ça tombe bien, parce qu'il y a SCcache, littéralement Shared Ccache, qui est un cache partagé, designé pour le cloud, qui est robuste, qui est maintenu par Mozilla, ce qui veut dire aussi qu'il est compatible à la fois pour le C++ et pour le Rust, vu qu'ils l'ont écrit en Rust à la base. C'est un cache qui peut marcher à la fois en config local ou en config remote. Donc nous, on a une config remote avec un bucket S3 qui vient bien s'intégrer avec le Magic Cache de RunZone. Et le setup est assez simple en fait parce qu'il y a une action GitHub standard. Donc si vous utilisez GitHub comme pipeline, je vous ai mis le code là complet de l'action. En gros, vous choisissez une stratégie de clé pour le cache. Donc l'idée c'est que la clé donne une plateforme, une toolchain complète de compilation, et la valeur qui correspond, c'est la dernière version du cache pour cette toolchain. Donc moi ce que je vous recommande pour la clé, c'est de mettre la description complète de votre plateforme, par exemple juste x86-64 plus le type de build, release, debug, sanitize, etc. Et ensuite votre branche de compile. Et en fallback, on peut avoir une deuxième clé qui est la clé pour la branche master. L'idée étant que normalement, une branche qui est en train d'être buildée sur la CI, la première fois, elle n'aura pas un cache chaud, mais le cache le plus proche, c'est celui de master, et ensuite, elle aura le cache de son build précédent, et donc elle aura un fort taux de réussite. Et justement, ce taux de réussite, il est mesurable avec l'option Show Stats de SCcache, et je vous conseille très fortement de le faire, parce que nous, on s'est rendu compte qu'on s'était complètement planté la première fois sur notre stratégie de clé. On avait oublié de mettre le type de build. Et en fait, on se tapait 75% de hit rate sur un cache où il y avait juste un symbole qui était modifié dans toute la codebase. Et donc, vraiment, c'est très facile de se pourrir le cache. C'est pour ça que je disais avant qu'on avait beaucoup de hacks pour le Ccache lorsqu'on était sur des machines persistantes. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Eh ben, ça fait des super résultats. Une fois qu'on a mis RunZone et SCcache en place, on a gagné 80% de notre temps de build sur le runner dédié, avec un P50 super stable sur le mois, à un peu moins de 7 minutes. On partait quand même de 30 minutes, 20 avec des grosses machines, et un Pmax où on se tape un peu moins de 8 minutes de build. Donc très bon retour là-dessus. Et puis, c'est l'avantage en fait de payer de la dette technique par petits morceaux. Ça nous a apporté des bonus parce que on est plus stable et on a un support de plateforme multiple dans la CI qui est apparu un peu magiquement avec ARM, ce qui ensuite sera important lorsque on supportera ARM. Et pour l'avenir, on envisage de partager ce cache entre nos machines de dev et notre CI. L'idée étant qu'un dev fait son build en local,
valide que ça a marché, et ensuite sa branche de CI a un cache qui est déjà chaud, avec 99% de hit rate, voire plus, et donc la CI va passer super vite là-dessus. Et en plus de ça, on a des runners configurables. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure, en fait, on a adapté nos runners de lint qui run ClankTidy pour que sur un mode itératif, ce soit des petites machines. Par contre, si on relance un lint sur toute la CI, là on a une énorme bécane avec 96 cœurs et elle va compiler très vite. Parce que ça, c'était aussi un problème de devoir attendre des années pour linter la base de code. Ok, donc maintenant, on peut travailler de manière à peu près décente. On a des temps de build qui sont OK. On veut se partager des bibliothèques, parce que la gestion de dépendance, c'est un cauchemar. Donc, un outil pour ça, je vous le gâche la surprise tout de suite, c'est Conan. Conan, c'est un gestionnaire de dépendance. Alors, c'est aussi un barbare, et jusqu'où on va s'inspirer de lui, parce que mettre en place un outil de gestion de dépendance comme ça, from scratch, et commencer à partager toutes vos bibliothèques, mettre en place la CI et tout, c'est ultra coûteux, et comme je disais, on n'a que 20% de notre temps de dev pour la dev technique, donc on veut l'approcher morceau par morceau, et le premier morceau, en fait, c'est de l'utiliser comme un cache de compilation, parce que on a plus de 30 dépendances, ça prend un temps non négligeable du build, et du coup, on va déjà commencer par tirer nos dépendances depuis Conan. Alors, je vous ai dit que je vous gâchais la surprise. Comment est-ce qu'on en est arrivé à choisir Conan? Comment est-ce que vous pouvez choisir le gestionnaire de dépendance qui vous correspond le mieux? Alors déjà, quels sont les problèmes que doit gérer un gestionnaire de dépendance en C++? Il y a le classique de tous les gestionnaires de dépendance, c'est la dépendance en losange, ou le diamond problem, c'est-à-dire l'exemple qui est ici, où vous avez un exécutable, game, qui dépend de deux bibliothèques, engine et intro, qui dépendent elles-mêmes de matrix, mais dans deux versions différentes. Donc là, même si c'est juste une dépendance sur la version mineure qui change, en fait, vous pouvez avoir des segfaults, parce que le semver ne décrit que l'API, pas l'ABI. Donc si matrix, c'est une bibliothèque partagée, et que vous ne savez pas sur laquelle vous avez link, vous pouvez tout éclater à runtime. Donc il faut que le gestionnaire de dépendance vous permette de détecter et de régler facilement ce type de problème. L'autre grosse problématique du C++, c'est la gestion des toolchains. On ne tourne pas sur une VM, on tourne sur des plateformes avec du code qui est compilé spécifiquement pour cette plateforme-là. Et donc, il faut que tous les paquets du gestionnaire de dépendance soient spécifiques à une architecture et une toolchain, et ce, même si le code lui-même n'a pas changé. Donc, il faut qu'on ait n paquets pour un code. Ceci étant dit, comment est-ce qu'on peut éliminer toutes les options possibles? Déjà, il faut que le gestionnaire de dépendance supporte tous les environnements que vous ciblez. Nous, comme je disais, on a du x86 et de l'ARM, et on développe à la fois sous Linux et sous macOS avec plusieurs versions de Linux différentes. Donc, d'office, ça élimine tous les gestionnaires de paquets système, que ce soit apt, brew, nix, donc Nugget si vous êtes sous Windows, donc voilà. On veut aussi pas passer notre temps à tout réécrire. On veut vraiment que ce soit drop-in. On a toute une build chain en CMake qui est déjà complexe. On ne veut pas devoir la réécrire en Python ou dans un DSL, donc ça élimine Bazel, build2 ou maison. Et on ne veut pas que ce soit intrusif. On veut que le gestionnaire de dépendance respecte l'encapsulation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a deux parties qui sont souvent assez mal séparées dans les codebases CMake à votre build. C'est d'un côté la gestion de dépendance, comment récupérer une bibliothèque, et de l'autre la description du build de votre code. Et en fait, on ne veut pas que le code de gestion de dépendance vienne polluer le code de gestion de build. À la fois parce que derrière, ça crée énormément de complexité dans le code CMake et que vous vous retrouvez avec des développeurs qui ne veulent jamais y toucher parce que c'est la prise de tête, parce que CMake, c'est un DSL, c'est très spécifique, ça fait une chose très bien, gérer les builds, mais par contre, tirer des dépendances, ça commence à devenir un peu plus touchy. Et l'autre côté aussi, c'est que si jamais on s'est planté et qu'on veut changer de gestionnaire de dépendance,
On ne veut pas avoir à réécrire toute notre code base avec des ifs dans tous les sens. Donc, ça veut dire qu'il doit venir injecter ces informations dans CMake. Donc, Hunter, qui est un gestionnaire en CMake, c'est pas possible. CMake lui-même, comme je disais, c'est pas un gestionnaire de dépendance, donc non plus. Et Git avec des submodules, des scripts custom, etc. Bah pareil, ça introduit beaucoup de complexité. Et puis, comment est-ce que vous faites pour gérer plusieurs plateformes? Donc, pareil, c'est pas un gestionnaire de dépendance. Donc ça nous laisse deux choix principaux qui sont à la fois mainstream et open source, c'est Conan et VC Package. Il y a des petits projets qui répondent à tous ces besoins, mais le problème c'est qu'on ne veut pas risquer d'avoir un gestionnaire de dépendance qui disparaît du jour au lendemain où on doit maintenir nous-mêmes, et on veut pouvoir profiter d'un grand nombre de paquets open source qui ne nous demandent pas de réécrire des paquets. Donc comment est-ce qu'on choisit entre Conan et VC Package? D'après le sondage ISO-CPP dont je parlais tout à l'heure, les deux possèdent 20% du marché des codebases C++ et sont en croissance annuelle. Les deux ont commencé à peu près en même temps, vers 2016-2017, et VC Package a réussi à croître plus rapidement, donc il y a plus de paquets côté VC Package, mais Conan c'est déjà respectable, hein, il y a 1800 paquets, et les gros projets en général ont leur paquet qui est à jour sur Conan. Là où on commence à pouvoir avoir un choix, c'est au niveau de l'entreprise qui maintient la solution. Conan, c'est JFrog, et VC Package, c'est Microsoft. Donc, Microsoft possède aussi GitHub. Vous pouvez héberger des paquets VC Package dans vos paquets GitHub, mais pas dans les paquets GitLab, c'est pas supporté. Par contre, les paquets Conan, là sur GitLab, il n'y a pas de souci, mais malheureusement, c'est pas supporté dans GitHub. Microsoft offre des solutions de blob storage en cloud, donc vous pouvez utiliser votre blob storage Azure ou S3 si vous en avez un. Et par contre, JFrog, ils font Artifactory, du coup, bah, vous pouvez héberger sur Artifactory. Il y a aussi quelques autres solutions open source, mais voilà, vous voyez un peu l'idée. Un autre critère qui peut jouer aussi, c'est le langage dans lequel l'outil est écrit. Conan, c'est écrit en Python, VC Package, c'est écrit en CMake et un peu en C++. Ça peut jouer selon les compétences que vous avez dans votre équipe. Mais le gros critère, c'est surtout sur la philosophie. En fait, Conan, c'est une philosophie assez classique dans la gestion de paquets, c'est que les paquets sont indépendants et ont tous leur propre version. Je peux avoir ma bibliothèque A dans la version 1, 2, 3, 4, et c'est à moi de gérer les conflits de dépendance en losange. Par contre, VC Package offre un freeze unique dans lequel ils garantissent qu'il n'y a pas de conflit de dépendance en losange, ce qui est très puissant lorsque on bootstrap, mais que nous, on a choisi de ne pas prendre parce que ça peut demander beaucoup de maintenance si on commence à avoir à diverger comparé à la baseline fournie par Microsoft. Les deux supportent la philosophie de l'autre depuis les dernières versions, on va dire 2022 en gros, mais c'est un peu bancal parce que c'est pas la philosophie centrale de l'outil. Et donc vraiment, s'il y a un critère à choisir, c'est celui-là pour moi. Maintenant, on va pouvoir s'amuser, je vais vous montrer un peu de code pour que vous compreniez comment Conan marche, que vous ayez les concepts principaux. Je ne vais pas rentrer dans des détails techniques profonds parce que la documentation est très bien faite, il y a tout un tutoriel, et d'ailleurs le code que je vais vous montrer est issu des tutoriels de Conan. Donc, hop. Voilà. Est-ce que c'est bien lisible? Je pense, ouais. Ok. Donc, l'idée, comme je vous disais, c'est d'utiliser Conan comme un cache pour nos dépendances. Donc, on va avoir un projet qui est très simple, avec... Alors, je vais clean up mon hello pour que ce soit plus lisible. Donc, on a un projet qui est très simple avec une application principale, votre application, qui n'est pas packagée dans Conan, qui résulte dans votre build de CI classique, une image Docker ou que sais-je, et qui a une dépendance,
la bibliothèque say qui va lui permettre de dire hello world. Et cette bibliothèque-là, on va la packager et la tirer avec Conan. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ça? Là, c'est avec un exemple de projet CIMEC, mais il y a différentes intégrations. Dans ma bibliothèque say, j'ai ce qui s'appelle une recette. C'est le premier gros concept de Conan. C'est un fichier en Python qui décrit comment récupérer mes sources, les compiler et créer le paquet. Et donc, ça, c'est les grandes étapes classiques qu'on connaît depuis AutoTools, dont on parlait récemment, de récupérer les sources. Ici, c'est des sources en local, mais comme c'est un script Python, je pourrais les télécharger depuis Internet si besoin. Ensuite, configurer mon projet. Lui indiquer qu'on utilise CIMEC comme outil pour la configuration. Générer cette conf-là. Compiler. Et ensuite, alors là, c'est pas une étape d'install, c'est une étape de packaging. Donc, comment est-ce que je livre mes sources pour en créer un paquet Conan et lui mettre de la metadata. Donc, Conan étant un outil en Python, il faut que j'ai mon venv. Hop. Voilà. Et je peux ensuite faire une création de mon paquet. Donc là, il s'est passé plein de trucs. Vous pouvez voir qu'il y a CIMEC qui est passé, qui a récupéré une plateforme, etc. Et qu'il a réussi à créer un package. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu la tête de ce package-là, voilà, qui est donc dans mon cache local. Donc, en fait, ça c'est un autre concept de Conan, c'est que vous avez un cache dans lequel vous avez les bibliothèques qui sont compilées pour votre plateforme, qui vont être stockées. Soit parce que vous venez de les créer comme j'ai fait, soit parce que vous les avez téléchargées depuis un cache remote, par exemple Artifactory, et donc vous les avez téléchargées pareil pour votre plateforme, et ensuite là elles sont dans mon cache, j'ai pas besoin de rebuild mes vendors. Et on peut voir que il y a des détails supplémentaires sur ce paquet. Voilà, il y a 2 hashes en fait sur le paquet. Justement, on parlait de cargo avant, c'est un peu similaire, où la recette elle-même a son propre hash. Parce qu'en fait, là, j'ai une bibliothèque qui est en version 1.0 au niveau de son API, mais ma recette de compilation, elle est décorrélée de cette version-là. Il faut que ma recette ait un hash, qui est un hash du fichier, qui va venir décrire un freeze exact, parce que je pourrais rajouter le support d'une nouvelle plateforme, d'un flag de compile qui avait été oublié, parce que je suis en train de wrapper une lib externe, etc. Et donc, je ne modifie pas le code, mais par contre, je modifie l'output de la recette, donc la recette est versionnée. Et ensuite, là, on a une relation de 1 à n pour une recette, j'ai des paquets, où c'est un bon vieux blob binaire avec son propre hash, et vous voyez que cette relation 1 à n, c'est pour une architecture donnée. Donc ici, l'architecture de mon ordinateur, parce que je ne me suis pas embêté sur le profil, c'est du x86, Linux, avec une version de GCC, une version de la glibc et tout. Et comment est-ce que Conan a récupéré ces infos-là? C'est avec un nouveau grand concept, le profil de build. Voilà. Le profil de build, c'est un fichier en YAML qui vient expliquer quelle est ma machine, et si on fait de la cross-compile, quelle est la machine que je cible. Et donc, là, on retrouve les infos qu'il y a dans le paquet, qui disent j'ai compilé en x86, en release, etc. Donc maintenant, c'est bon, j'ai packagé ma bibliothèque, je vais pouvoir l'utiliser dans mon app. Comment ça se passe? Et même concept, il y a un fichier, donc là c'est vraiment, je vous montre, l'app elle est très basique, c'est un main, un CIMEC list qui liste le main, et Conan file qui vient me dire comment récupérer ma dep. Donc ma dépendance, comment est-ce que je la récupère dans le Conan file? En fait, je dis que dans mon require, je dépends de la bibliothèque say en 1.0. Alors là, je pourrais mettre le hash explicite de la recette si jamais j'avais des problèmes là-dessus. Ici, on ne s'embête pas, c'est un exemple basique. Et comme je disais, on ne package pas avec Conan, en fait, on vient juste tirer une dépendance et ensuite lui dire c'est un projet CIMEC, donc donne-moi tout le tooling nécessaire pour utiliser CIMEC. Et en fait, il va venir juste donner les infos à CIMEC et télécharger les dépendances si besoin. Donc, pour ça, ça veut dire que je ne vais pas créer un paquet, je vais installer mes dépendances avec la commande install. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On voit qu'il m'a généré tout un répertoire de build dans lequel il y a plusieurs fichiers qui sont intéressants.
Déjà, il y a le conanbuild.sh. Alors, conanbuild.sh, ça permet de fournir une toolchain. Par exemple, ça permet de fournir une version exacte de CMake, ce qui est important, notamment maintenant qu'il y a CMake 4 qui a cassé l'API, parce que si vous compilez des vieux paquets, vous voulez avoir une vieille version de CMake. Donc là, si je regarde ce que moi j'ai sur ma machine, j'ai la 3.28, et donc je vais sourcer mon répertoire de build. Et je me suis quiché. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai oublié de le mettre dans mon... Bon, bref. En théorie, je l'ai mis dans mon profil et je me suis pas planté. Et youpi, j'ai une version 3.31. Je l'ai pas fait. C'est les problèmes des live demo. Et il y a... Mais surtout, un autre concept qui est important là-dedans, c'est que il m'a généré des presets pour CMake. Les presets, en fait, c'est apparu relativement récemment dans CMake. Ça permet de décrire une toolchain et une plateforme pour éviter d'avoir plein de code dans vos CMake lists qui est ultra complexe à maintenir pour dire « Ah oui, alors bon, if Apple, j'ai ce flag-là, if Linux, j'ai ce flag-là, qui est un cauchemar. » Et donc, en fait, là, j'ai un profil à fournir à CMake qui vient dire bah, utilise-moi Ninja, que tu builds en release, et si j'ai des flags qui viennent les injecter. Donc c'est très utile, et je peux l'utiliser avec Conan Release. Donc voilà, là, CMake a bien utilisé mon profil, et on retrouve tout l'outillage qui est présent dans mon profil. Et là, en fait, j'ai pas de code spécifique à Conan dans le CMake list. Tout a été injecté via un fichier généré qui est le CMake preset. Et il reste plus qu'à build. Et voilà, c'est tout pour la live demo. Bon, maintenant on y est presque. Il suffit d'adapter un Hello World à 1,5 million de lignes de code. Comment est-ce qu'on a fait ça? Je vous explique. Déjà, on y allait morceau par morceau, comme toujours pour la dette technique. Donc on a commencé par nettoyer CMake. En fait, ça, de toute manière, c'est une bonne pratique en général. L'idée, c'est de compiler toutes les libs que vous vendorez, qui sont hardcodées dans votre codebase, complètement séparément de votre codebase. Ça se fait avec External Project Add, si vous n'êtes pas familier, qui lance un sub-process complet CMake, qui est complètement indépendant du reste. Et c'est intéressant comme première étape, parce que même si vous arrêtez là, que vous ne mettez pas Conan en place, vous avez arrêté de polluer vos flags de compilation avec des flags qui peuvent être hardcodés dans vos vendors, qui peuvent venir vous surprendre parce qu'ils ont changé à un -O pendant une nouvelle release. Et ça va aussi aider à la mise en place de Conan, parce que vous avez garanti que toutes les dépendances compilent indépendamment de la codebase, et donc vous pouvez facilement écrire une recette pour cette dépendance-là. Ensuite, vous pouvez écrire votre première recette, qui est la même qu'on a vue pour l'application Hello. Vraiment, c'est basique, ça ne tire pas de dépendance, ça vient juste compiler votre codebase, enfin faire un Conan install de votre codebase, et là vous supportez les presets CMake. Parce que souvent dans les vieilles codebases, en fait, il n'y a pas d'utilisation de presets, il y a des flags hardcodés, et donc c'est à cette étape-là que vous allez pouvoir tous les extraire et les mettre dans des CMake presets. Et pareil, si vous vous arrêtez là, en fait, vous avez simplifié votre code CMake. Et là, vous le faites juste pour une plateforme donnée qui vient injecter Linux en release pour x86, etc. En parallèle ou après ça, vous pouvez setup une remote qui va vous servir de cache binaire et qui vous évitera des cauchemars quand vous travaillerez vraiment avec Conan, parce que vous n'aurez pas à recompiler toutes vos dépendances à chaque fois. En fait, si vous pouvez push dans la remote et pull, c'est bon, vous avez mis en place votre cache. Et maintenant que vous avez ça, que vous pouvez travailler tranquillement, vous pouvez commencer à tirer vos dépendances. Commencez par celles qui sont open source. En général, c'est les bibliothèques système. Elles ont déjà un paquet qui est sur Conan Center. Et les grosses bibliothèques open source aussi ont leurs propres recettes. Donc prenez ce qui ne demande pas de code
et puis ensuite, vous écrivez vos propres petites recettes avec un script de Bootstrap et tout. Là, maintenant, c'est bon, vous pouvez compiler en tirant vos dépendances depuis un cache de dépendances pour une seule plateforme. Et ben, il ne reste plus qu'à, entre guillemets, supporter les autres plateformes en ayant d'autres profils de build et en adaptant la CI. Et pareil, qu'est-ce que ça donne? Une fois qu'on l'a cumulé à SC Cache, on a encore un petit gain de perf sur la CI. Nous, on a vu 15% en moins. Hein. Bon, forcément, c'est moins impressionnant parce qu'on était déjà en dessous de 7 minutes de build. Et en développement local, pour un build from scratch, on a gagné 35% de temps de build, ce qui était à peu près ce qu'on attendait, vu qu'on avait une trentaine de bibliothèques qu'on compilait à chaque fois, et que ça représentait 30 à 40% de notre temps de build. Là, je vous ai mis un petit extrait qui fait plaisir de la perf du build time à la fin. En fait, notre demi-million de lignes de code, on le compile en moins d'une minute. Le reste des 5 minutes, c'est le setup du runner GitHub, tirer nos caches, etc. Donc en gros, c'est bon, on peut s'arrêter là. On a une codebase qui compile vite, on peut s'attaquer à autre chose. Et la conclusion de tout ça, en fait, c'est que surtout SC Cache et ensuite Conan, c'est des solutions qui sont assez simples au final à mettre en place si vous y allez pas à pas. Et en fait, en y allant pas à pas, en payant la dette technique pas à pas, vous allez vous ouvrir des nouvelles opportunités. Avec Conan, en fait, maintenant, on peut mettre à jour nos dépendances système sur lesquelles on était bloqué à cause de la version d'Ubuntu. On supporte l'ARM64 et là-dessus, j'ai un très bon retour parce que en dehors de la mise en place de la CI, vraiment, on a pris notre profil x86, on a remplacé x86 par ARM dans la conf, relancé un build de CI, et voilà. Et franchement, je m'y attendais pas, parce que si jamais vous avez supporté plusieurs plateformes, vous savez qu'en général, c'est un cauchemar. Je pensais pas que ce serait aussi simple. Donc là-dessus, très bonne surprise. Et en plus de ça, pareil, on a des perspectives pour l'avenir, de pouvoir automatiser la mise à jour de nos vendors, de pouvoir étendre le partage de nos bibliothèques, et on a plein d'idées de comment est-ce qu'on peut mieux utiliser ces outils-là, où avant, en fait, c'était impensable, parce qu'on n'avait pas de gestionnaire de dépendance. Et là, on a un cache qui est efficace, et en plus, on a un gestionnaire de dépendance en bonus. Et voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions... Oui, c'est bon, je t'entends. Je répéterai la question pour en ligne. Je sais pas. Donc, moi, un truc qui me gêne, parce que j'ai utilisé Conan, c'est le fait de... C'est un two-step process, ou three-step process, ça dépend. Par exemple, dans d'autres langages comme Java, comme d'autres trucs, on a Maven. Non, je sais pourquoi on n'entend pas le micro, c'est parce que j'ai dû baisser le niveau de tous les micros pour éviter les Larsen. Okay. Donc, on a par exemple Maven, tu fais un Maven clean install, ça download des dépendances, ça build et ça compile tout. Avec Conan, il faut toujours à chaque fois faire setup Conan, setup CMake. Moi, chez moi, ce que j'ai fait un petit sub CMake script qui fait tout ce truc pour moi et en utilisant mes propres presets à moi, parce que si je veux utiliser, changer, utiliser VC package et tout ça, donc est-ce que ça vous a gêné d'avoir les two-step process? Et deux, si ça vous a gêné, est-ce que vous avez des solutions genre, qui sont vraiment pratiques? Faire le truc de manière, j'ai oublié de setuper Conan, je ne sais pas quoi, ou faire juste un truc qui fait build.sh et ça fait tout le truc d'un seul coup. Ouais, donc la remarque, c'est que Conan, en fait, c'est un process en 2 étapes, et du coup, maintenant, ça fait même 3 étapes avec CMake, parce qu'on a l'installation des dépendances avec Conan, la configuration du build avec CMake, et ensuite le build. Et donc, est-ce qu'il y a des solutions pratiques à ça qui font tout en une seule passe? J'ai bien résumé? Ouais. Ok. Alors, nous, en fait, c'était le petit script de Bootstrap dont je parlais à la fin, en fait, ici, qui est notre script unique pour la CI et qui peut être utilisé pour les devs. En fait, ce script, ça vient juste créer les paquets de toutes nos dépendances, faire un install pour notre application principale, et ensuite
buildé avec CMake. Ok. Et donc c'est, oui, Conan install, CMake generate, CMake build. C'est un script qui fait tout, et voilà. Et en fait, c'est relativement performant de faire ça, parce que si on met Conan en silencieux, ça rajoute quelques secondes d'overhead. Mais oui, après, c'est au bon vouloir de est-ce qu'on veut se mettre à jour ou pas. Et d'un autre côté, l'avantage de faire ça, c'est qu'on peut travailler complètement hors ligne avec Conan, parce que si la remote n'est pas disponible, on a un cache local, on n'est pas forcé de refaire des installations. Mais oui. Juste une remarque sur la qualité de vie avec Conan. Il y a deux versions, deux options. C'est de faire Conan build, qui va faire Conan install, CMake configure, CMake build en une seule commande. Et tu as aussi du coup une approche qui est comme VCPKG, c'est que tu vas créer un preset et ils ont créé un bout de code en CMake qui s'appelle Conan CMake Provider qui en fait overload le fine package et en gros au premier fine package ça va faire Conan install comme VCPKG en fait. VCPackage pour s'en servir on doit créer un preset CMake où on va mettre le pass vers VCPackage. Bah là ils ont fait ça mais du coup avec un point CMake. Ça s'appelle comment Conan Du coup, c'est sur leur GitHub. Ok. Et du coup, si je mets Conan CMake. Conan CMake Provider. D'accord. Donc la réflexion dans le public qui était qu'il y a un Conan CMake Provider qui fait tout l'outillage en fait dès le premier fine package dans CMake venir rafraîchir l'installation de Conan. Bon bah, au fond. C'est par rapport à. Tu avais dit qu'il y a un problème de dépendance en diamant à un moment donné, et tu avais dit que Conan a réglé le problème. Je sais que tout le monde a eu ce souci dans le projet. J'ai pas bien compris comment est-ce que Conan réglait ce souci-là. Donc la question c'est comment est-ce que Conan gère la dépendance en diamant. En fait, Conan ne le gère pas automatiquement, mais par contre, la partie importante, c'est qu'il permet de le détecter et ensuite de faire un choix. Donc Conan, en fait, va détecter qu'il y a une dépendance en diamant quelque part et dire « Ah bah stop, ici il y a conflit de dépendance ». Et ensuite, c'est à l'utilisateur de résoudre ce conflit-là, soit en choisissant des versions des bibliothèques qui dépendent de la même troisième bibliothèque commune dans la même version, soit de venir surcharger la version de cette bibliothèque-là. Et donc, il y a une option à la fonction requires en Python qui, elle s'appelle pas override, mais c'est override égale true, l'idée, et qui, en fait, permet de forcer la version de la bibliothèque en commune. Et donc, si jamais il y a besoin, venir recompiler les bibliothèques qui n'ont pas été compilées avec cette version originelle. Alors ça nécessite que l'API soit compatible, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de changement de code, mais ça permet de dire, moi je veux OpenSSL version 3.30 et puis rien d'autre. Oui, c'est pas à chaque compilation, mais c'est à chaque installation de Conan. Il va venir résoudre l'arbre de dépendance et détecter les conflits s'il y en a. Ouais. Moi j'ai eu un problème, alors je n'utilise plus Conan, mais quand je l'ai utilisé, j'avais un problème qui était que quand j'utilise une bibliothèque open source et que je n'y touche pas, que je fais juste l'utiliser, il n'y a pas de souci, ça marche bien, mais dès que je veux la modifier, parce qu'elle a des bugs, parce que j'ai besoin de la tuner un petit peu, j'ai un mode de fonctionnement qui est horrible. C'est-à-dire que dans mon cas par exemple, en dépendance, j'ai Clang, et du coup on veut corriger un petit bug dans Clang, mais qu'on ne veut pas forcément streamer, enfin ça dépend des situations, et du coup ça veut dire que dans mon IDE, je vais avoir besoin non seulement de modifier les trucs dans Clang, mais je vais avoir besoin aussi d'exécuter mon code pour vérifier que les modifs que j'ai faits sont les bonnes modifs. Pas juste tout faire dans Clang. Dans mon DIDA, je ferai tout dans Clang, je crée un nouveau package, nouvelle version du package, puis de l'autre côté, je dis j'utilise la nouvelle version du package et ça marche. Mais là, j'ai une modif dans mon code à moi qui dépend d'une modif dans le code de Clang, parce que j'ajoute une API pour exposer quelque chose qui est privé, par exemple. Et du coup, je me retrouve à avoir dans mon IDE les deux fichiers ouverts, mais quand je lance une compilation, ça ne marche pas parce qu'on est obligé de passer par une étape de la modif que j'ai faite dans Clang va builder Clang qui va ensuite le publier,
et du côté client, on va récupérer ce qui a été replié dans le cache local pour enfin pouvoir faire le truc. Et du coup, tout ça, c'est pas du tout intégré dans les IDE. Et ça fait que dès qu'on doit travailler à la frontière sur 2 packages, c'est un petit peu l'horreur. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des solutions pour contourner ce problème-là en fait? D'accord. Donc la question, c'est lorsqu'on travaille sur des bibliothèques open source qu'on a forquées, est-ce qu'il y a des solutions pratiques pour travailler avec ce fork? Par exemple, si on est en train de modifier le fork, qu'on travaille dans les sources de la bibliothèque open source et qu'on a une application qui dépend de ce fork-là, parce que c'est très pénible justement le problème qu'on décrivait de devoir créer un nouveau paquet et puis ensuite l'installer et puis relancer CMake, etc. Donc, est-ce qu'il y a des plugins dans les IDE qui permettent ça? Alors, il y a un plugin dans CLion qui est compatible avec Conan. Je ne sais pas s'il y en a dans VS Code, mais ça ne m'étonnerait pas du tout. Et alors, moi, je n'ai pas connu ce cas d'utilisation, donc je ne sais pas à quel point le plugin est pratique. Mais il y a aussi quelque chose qui a changé dans Conan, c'est que maintenant, il y a Conan 2, donc vu que c'était il y a longtemps que tu l'as utilisé, c'était peut-être pas ça, où justement, en fait, il y a des hashes de recettes, et on peut fixer ou pas le hash de la recette, et donc, il est possible de juste, entre guillemets, faire le Conan create d'un côté, rafraîchir l'installation de l'autre, et comme ça se retrouver avec une dépendance qui est à jour sans avoir besoin de venir trifouiller les recettes, ce qui il me semble pouvait être problématique avec Conan 1, mais je l'ai très peu utilisé à l'époque parce que en plus de la recette il y avait un path d'installation où on spécifiait que les bibliothèques étaient en dev, mais comme je disais, je suis pas ultra confiant là-dessus, j'ai pas utilisé beaucoup Conan 1. Mais j'ai pas de solution magique, il y a toujours l'étape peut-être que toi tu connais. Alors je sais pas si c'est bien intégré, mais donc il y a les packages éditables, du coup tu vas utiliser ce qui est produit dans le worktree. Par exemple quand c'est une lib, c'est le cas vraiment pour lequel c'est fait. Du coup il va détecter, genre il va vraiment juste lui mettre le libdir, au lieu de pointer vers le cache, il va pointer vers du coup vers ton autre projet. Et je pense que ce qui peut marcher avec ton IDE, c'est qu'ils ont un mode où s'ils détectent qu'il y a un changement, en fait, ils recompilent automatiquement En fait, tu modifies les deux codes et tu compiles l'exécutable, celui qui va consommer l'autre, et Conan en fait va détecter qu'il faut aussi recompiler l'autre. Et donc, si ton IDE il demande juste ça à CMake, je crois qu'il y a moyen que ça. Le truc que dit, ça s'appelle comment? Donc après, c'est le éditable mode, le mode éditable. D'accord. Donc apparemment, il y a un mode éditable qui a été rajouté dans Conan qui répond à ça. En gros, si ton projet il est bien structuré, ça te demande très peu de travail. Si par exemple tu mets tes headers dans un répertoire include, si tes libs elles sont à la racine de ton build, là du coup t'as rien besoin de faire. Conan par défaut il va pointer vers ces trucs là, et du coup tu peux utiliser un projet en mode éditable. Ouais, même sans ça pourrait être une solution d'avoir les deux projets l'un à côté de l'autre pour juste développer dans le même worktree et ensuite au niveau de la CI avoir toute la logique de tringlerie, de paquets, etc. Mais en fait, travailler dans une espèce de monorepo dans lequel il y a les deps en vendor directement. Il pousse là-dessus avec vraiment, je crois qu'il y a, alors ça c'est encore expérimental, mais il y a une sorte de workspace. Oui, ouais, j'ai entendu parler de ça. L'idée c'est d'avoir vraiment N projets côte à côte. Et du coup, Conan, tu rajoutes un fichier où tu les listes, et après, lui, il se débrouille. Ouais, au fond. Une autre question. Pour Conan, les paquets sont hébergés où dans CI? Donc pour Conan, où sont hébergés les paquets? Et ben ça, en fait, ça dépend. Donc dans la CI, en fait, c'est dans une remote. C'est comme ça que s'appelle le concept. Et ça peut être soit des paquets sous GitLab, soit une remote qui est compatible avec la bonne version de Conan, parce qu'il y a deux versions de Conan, il y a Conan 1 et Conan 2. Et du coup, par défaut, il y a Artifactory, qui est fourni par JFrog, qui fait aussi Conan. Non, je crois pas que ce soit compatible avec Azure ou les blob storage directement. Je sais que pour Conan 1, il y avait un hack qui s'appelait Barbarian, qui permettait d'héberger ses paquets sous un repo Git,
qu'il y avait des trucs comme ça. Et il y a aussi quelques solutions open source d'hébergement de paquets qui sont utilisées pour Maven ou quoi d'habitude, qui marchent avec Conan. Comment? Oui, ouais, bah justement, c'est une remote, ça peut être Conan Center qui est une remote publique ou du self-hosted. Et en l'occurrence, nous on utilise Artifactory en self-hosted, dans lequel on mirror les paquets externes et d'un autre côté on push nos paquets sur la partie privée du dépôt. Et donc là, il y a tous les avantages d'avoir un gestionnaire de paquets où on peut venir tirer des paquets open source via le mirror et en même temps lancer de l'audit sur ces paquets open source, pas publier les nôtres, avoir des politiques sur les licences des paquets qu'on a le droit d'installer, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Est-ce que ça a été adopté relativement facilement, Conan, ou est-ce qu'il y a eu des réticences à adopter ça? Alors la question c'est, est-ce qu'il y a eu des réticences à adopter Conan? Pas à ma connaissance, après c'est moi qui poussais le projet, donc peut-être qu'on ne me l'a pas dit, mais il y a d'autres membres de l'équipe dans la salle qui étaient plutôt contents a priori. C'est bon? Ça va, il sourit. Et de mon expérience, en fait, Conan 1, je l'avais déjà utilisé dans une boîte précédente, dans un cas d'utilisation un peu différent, en fait, où il y avait une équipe de traitement de vidéo, traitement d'images qui sortait des algos, et mon équipe qui ensuite les wrappait dans GStreamer, etc. Et ensuite une autre équipe qui venait récupérer ces libs-là, qui générait des JNI avec Swig et ensuite publiait des paquets Maven avec ça. Et donc un peu complexe, tu vois, il y avait une 50aine de paquets, et j'avais mis Conan en place à l'époque, il y a 6 ans, un truc dans ce type-là. Ça marchait bien, qui venait carrément générer à la fin les paquets Maven automatiquement, les JNI automatiquement et tout. Et de ce que je sais, ils étaient suffisamment contents pour le maintenir encore jusqu'à aujourd'hui, et pour avoir payé le coût de passage de Conan 1 à Conan 2, où ils ont un peu cassé les API. Donc je dirais que c'est plutôt bon signe sur la praticité de l'outil, vu que ça a déjà été adopté par une grosse équipe, même après que je sois parti. D'autres questions? Non? Eh bien merci à tous, et bonne soirée.